Bonjour et bienvenue pour cette table ronde dans le cadre du plan BIM 2022, lancé en 2019 dans le cadre de la continuité du plan de transition numérique du bâtiment. Ce plan BIM qui associe l'ensemble des organisations professionnelles de la filière s'est déroulé, est en place et c'est l'occasion pour nous de revenir sur un certain nombre de projets qui ont été menés avec cette optique BIM. Alors la table ronde que nous vous proposons maintenant a pour objet donc de vous présenter un retour d'expérience sur une réhabilitation réalisée en BIM. Cette réhabilitation concerne la cité, ce sont les anciennes halles Latécoère. Donc c'est une cité qui réunit des start-up, c'est un lieu de travail, de collaboration et d'échange qui est situé dans le quartier de Montredon. Et nous allons donc évoquer ce projet qui est sur une superficie de 12 000 mètres carrés. Pour en parler avec nous, nous avons plusieurs intervenants pour cette table ronde. Je veux d'abord les saluer tous. Merci d'être avec nous pour évoquer ce projet. Nous avons autour de cette table, donc, à mes côtés, Corentin Leroy, responsable synthèse de projet pour Antras Ossature Bois. À vos côtés, Jérôme Escrieux, vous êtes directeur d'études pour Galego, Société Galego. Nous avons ensuite donc Aurélie Guinel, vous êtes chef de projet, architecte associé pour l'agence d'architecture Taillandier Architecte Associé, pardon. Et nous avons ensuite Pierre-Antoine Maillot, responsable synthèse BTEM. Et enfin, Nicolas Gallo, directeur de la construction ARAC Occitanie. Merci à tous d'être là. Alors, je le disais, c'est une réalisation en BIM, mais c'est une réhabilitation. Donc, c'est ce qui nous a semblé intéressant, pouvoir évoquer à travers cette table ronde comment se déroule le BIM lors d'une réhabilitation. On sait que ce ne sont pas les mêmes, peut-être, difficultés, pas les mêmes bénéfices non plus que lors d'un projet en neuf. Et c'est de cette question que nous allons essayer ensemble de faire le tour. Nous allons peut-être commencer avec vous, Nicolas Gallo, pour nous expliquer un petit peu à travers une présentation peut-être un peu succincte de ce projet. Au départ, c'était pas forcément prévu de lancer ce projet en BIM. Vous l'avez ajouté après. Comment ça s'est passé? Racontez-nous la petite histoire. Oui, merci. Donc, effectivement, au départ, donc quand la région a souhaité développer ce projet, la difficulté a été déjà d'acheter les lieux et de trouver une localisation déjà pour faire ce projet. Je n'irai pas dans les détails, ça a été un petit peu compliqué, mais très très rapide. On a lancé un concours de maîtrise d'œuvre qui a été gagné donc, par l'agence Taillandier. Et c'est vrai qu'au départ, on va dire un peu dans la précipitation, on ne s'est pas posé la question du BIM au départ. C'est revenu quand même rapidement, c'est-à-dire que pour plusieurs raisons, la cité, mais qu'on appelait communément la cité des startups, par rapport à ce qu'elle intègre en termes de projets à l'intérieur, c'est-à-dire elle est dédiée donc à des entreprises, à des projets innovants. C'était difficile que nous, d'entrer à la construction, de ne pas faire un projet en BIM. Le projet, du coup aussi, c'est-à-dire que le projet gagné par l'agence Taillandier, ce qu'elle a proposé en termes architectural, c'est-à-dire de créer des boîtes dans une grande boîte qui est la halle, en partant sur un principe de bois, aussi nous a fait clairement penser que le sujet était propice au BIM. Et enfin, pour notre maître d'ouvrage, donc la région, c'était aussi s'insérer dans cette démarche de BIM qu'on essaye de faire évoluer. Pardon, et aussi d'avoir une première expérience, notamment en restructuration, puisque c'est le premier projet que l'on fait en BIM. Alors, on en parlera sûrement tout à l'heure, et tout n'est pas abouti, mais pour autant, ça permettait de mettre le pied à l'étrier, puisqu'on l'a eu fait par ailleurs sur des ouvrages neufs, où c'est un petit peu plus aisé, en tout cas, à lancer la démarche. Voilà. Donc c'est une opération, pour parler du projet en lui-même, donc qui a été lancé en 2018. Les études ont été très très rapides et les travaux ont démarré en mai 2019.
nous avons livré une première tranche en février de cette année, et la deuxième tranche est en cours de livraison, puisqu'il s'avère que dans 2 jours, nous avons la commission de sécurité de la deuxième tranche. Donc ça a été très très rapide. Le BIM a sûrement aidé, sûrement que les collègues le diront, à cette rapidité-là. Voilà. Alors Aurélie Guinel, vous êtes donc l'architecte de ce projet. Quand vous avez répondu à ce marché, est-ce que vous aviez déjà travaillé en BIM ? Oui, on a justement au moment de la réponse à l'appel d'offres, on a proposé de travailler en BIM dès le départ, parce que nous, ça fait quand même depuis 2013 qu'à l'agence, on travaille déjà sur Revit. Donc pas forcément en BIM avec d'autres bureaux d'études dès le départ, parce que tout le monde n'était pas forcément en marche à ce moment-là dans une démarche BIM. Mais voilà, on travaillait depuis longtemps sur Revit, et les bureaux d'études qu'on a choisi de prendre comme partenaires travaillaient aussi sur Revit, donc CETES et BTEM. Donc c'était l'occasion de proposer voilà, de travailler sur une maquette commune dès la phase de conception. Aussi parce qu'il y avait un gros enjeu de planning sur le projet. Comme le disait Nicolas, c'est un projet qui allait très vite. On a répondu à l'appel d'offres en juin 2018, et donc voilà, on a eu moins d'1 an pour faire les études. Et l'avantage du BIM, c'est voilà, d'essayer de fluidifier les échanges entre nous et les bureaux d'études. Et aussi c'est utile pour mieux communiquer le projet auprès du maître d'ouvrage aussi, faciliter la visualisation des choses, la prise de décision. C'est voilà Et du coup, c'était le premier chantier que vous faisiez réellement en BIM, même si vous travailliez sur la 3D avant. Ouais, réellement en BIM, voilà. En tout cas, alors au départ, il n'y avait pas forcément une démarche BIM en exé. C'est venu aussi parce qu'on a fait la conception en BIM, on a trouvé ça logique de poursuivre en BIM au moment de l'appel d'offres. Nous, à la base, on avait proposé un BIM conception qui s'est transformé, du coup, à la demande de la région en BIM réalisation derrière avec les entreprises. Donc oui, c'était la première fois. Pierre-Antoine Maillot, vous aviez déjà fait du BIM sur pas mal d'autres projets, je crois. Oui, tout à fait. BTEM utilise à peu près comme le cabinet d'architecture thaïlandais Revit depuis 2012-2013. On a commencé sur des projets plutôt avec du privé, avec des clients historiques de chez BTEM comme le CNES. Et au fur et à mesure, on a commencé à modéliser nos projets. Des fois, c'était des projets 2D, des fois, c'était des projets 3D, mais on a commencé à modéliser les éléments en 3D. Et au fur et à mesure que le temps avançait, on a vu que le BIM prenait un peu plus d'ampleur partout en France sur tous les projets. Et on a commencé à travailler avec les architectes et des fois d'autres bureaux d'études en collaboration, ce qui n'était pas le cas au tout début. Quand chacun commence à travailler le BIM, il le fait un peu tout seul dans son coin. Donc on a du mal à collaborer au départ. Et on utilise les anciens process de communication qui pouvaient déjà créer des problèmes. Et au fur et à mesure, on s'est amélioré sur ces points-là. On a défini des conventions entre les intervenants de la maîtrise d'œuvre. Et ensuite, après, on a commencé à rédiger des cahiers des charges pour les entreprises. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus établies. Quand on a commencé le fameux projet de la Cité, comme on l'a dit, tout est allé très vite. La conception est allée vite. De dire qu'on le fait en BIM, c'est allé vite. Le chantier, il y avait un délai très court, donc encore une fois, tout est allé très vite. Voilà, on a dû... on y reviendra après au fur et à mesure sur les difficultés de ce chantier. Jérôme Escrieux, vous avez répondu bien sûr pour ce chantier. Vous avez répondu motivé parce que c'était du BIM ou c'était... dans tous les cas, vous auriez répondu? Je vais dire qu'on a répondu à cette affaire, pas parce qu'il y a du BIM, parce que la région et la RAC, c'est notre client. Le cabinet thaïlandais, le bureau d'études de BTEM, c'est des gens avec qui on a l'habitude de travailler. Et quand on a un appel d'offres avec qui avec des interlocuteurs qu'on connaît, ben on a à cœur à y répondre. Effectivement, dans cette opération, le BIM, c'était une exigence complémentaire, un point qu'il a fallu aborder, qu'il a fallu intégrer dès la phase de l'appel d'offres. Et puis après,
Alors vous en aviez déjà fait, mais sur du neuf, c'est ça? Exactement, on avait fait des opérations de bureaux avec le BTM sur une opération à Toulouse, les bureaux de la TECOR, où on était en BIM, mais la réhabilitation, je peux dire que c'est la première opération en réhabilitation en BIM, en phase BIM. Alors pour vous, Corentin Leroy, responsable du synthèse projet Antras Ossature Bois, vous avez aussi répondu sur ce chantier en BIM. Ça fait déjà un long moment que vous travaillez en 3D au niveau du bois. Alors nous, en construction bois, on a la chance que les logiciels sont prêts depuis une bonne dizaine d'années sur la partie 3D. Donc naturellement, nous, c'était pas spécialement un souci de passer sur le BIM, dans un premier temps. On s'est rendu compte que malheureusement, la transition entre la 3D pure et dure et le BIM, ça n'a pas été si simple que ça, puisque notre logiciel était en phase de développement en même temps que le chantier s'est fait, ce qui fait qu'on a un peu peiné à rattraper notre retard au début. Mais heureusement, les architectes et le bureau d'études étaient là pour nous soutenir, donc ça s'est fait correctement. Alors justement, est-ce qu'il a fallu mettre des choses en place pour pouvoir démarrer comme il faut ce projet ? Nous, la chose qu'on a vraiment sous-estimée, c'était l'importance du relevé de l'existant, puisque c'est ce qui nous a posé le plus de soucis en phase de réalisation. Finalement, c'était presque un lot à part entière, on aurait dû le considérer comme ça. Et on n'a pas eu le temps de le faire, et malheureusement, c'est vraiment le point de difficulté pour nous. D'accord. Alors on reviendra sur cette difficulté. En termes de choses à mettre en place, Nicolas Gallo, ça a été un investissement supplémentaire, des coûts supplémentaires. Oui, alors Corentin vient de le dire, c'est-à-dire que le fait qu'on ne soit pas parti en BIM d'entrée au niveau de l'idée du projet, on va dire qu'on a loupé la première étape, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage ou son délégué aurait dû donner l'ensemble des éléments et notamment les relevés existants de l'existant pour pouvoir après, en tout cas au niveau de l'équipe d'archi et après des entreprises, pour qu'ils puissent faire correctement leur boulot derrière. Et c'est vrai que du coup, donc cet investissement-là qu'on aurait dû faire, on ne l'a pas forcément fait. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour une mise en place du BIM, quelle qu'elle soit, mais on va reparler de ce projet, effectivement, c'est un investissement complémentaire. Parce que c'est un investissement aussi, que ce soit pour les équipes de maîtrise d'œuvre comme pour les entreprises. C'est-à-dire que, effectivement, les logiciels ont été achetés, etc. Mais il y a quand même de la formation en permanence. Ce sont des gens qui sont formés pour ça. C'est du temps. Beaucoup de temps malgré tout. C'est pas parce qu'on est derrière un ordinateur que ça se fait tout seul. Voilà. Donc tout ça fait que c'est un investissement au départ qui est permis malgré tout pour un projet de cette ampleur qu'on peut se permettre. Voilà. On en reviendra après. C'est vrai que dupliquer ce type de le BIM sur toutes les opérations ou des opérations plus petites, ça peut devenir un petit peu compliqué. Voilà. Alors Aurélie Guinel, du temps et aussi de l'organisation. On peut peut-être revenir là-dessus. Vous avez carrément un pôle BIM, vous aviez donc le BIM manager. Expliquez-nous comment vous vous êtes organisé pour pouvoir mener à bien ce chantier de réhabilitation. Nous, aujourd'hui, à l'agence, donc oui, on a un pôle BIM avec des gens qui sont dédiés à l'accompagnement à la fois en interne de nous, architectes, qui travaillons sur Revit pour pouvoir développer des maquettes qui soient utilisables et fiable, et aussi qui s'occupe d'organiser le BIM au sein des projets, les conventions BIM et les échanges avec les bureaux d'études, avec les entreprises. Donc sur ce projet, nous on avait la coordination BIM par rapport à la mission ensuite de synthèse. Donc on réceptionnait les maquettes, le pôle BIM de l'agence réceptionnait en phase exé les maquettes des entreprises et aussi en phase conception les maquettes des bureaux d'études pour pouvoir regarder en amont si elles fonctionnaient, si les choses étaient bien classées, renseignées, etc. avant que nous on puisse les intégrer dans notre maquette archi, pour être sûr de notre maquette. C'est du temps supplémentaire. C'est du temps parce que c'est une étape qui doit être franchie pour pouvoir intégrer les éléments. Après, malgré tout, quand on est en 2D, on doit aussi passer par cette étape de
voilà, réception des plans, vérifier que les plans sont corrects avant de les intégrer dans le projet aussi. Donc malgré tout, c'est un travail qu'on fait de toute manière. Jérôme Escrieux, vous êtes, je rappelle, le directeur des études chez Gallego. Comment est-ce que vous vous êtes organisé en interne dans le groupement pour pouvoir mener à bien ce chantier en BIM? Alors, on a mobilisé un binôme constitué d'un conducteur de travaux et avec notre bureau d'études d'exécution, pour les citer, c'est Ingérope, qui a fait un peu la synthèse entre les différents macrolots, parce qu'on était au-delà du gros œuvre, on avait aussi la charpente, la couverture et les parties de serrurerie, de menuiserie extérieure. Donc voilà, avec ce binôme-là, on a collecté l'ensemble des éléments, on a fait en sorte de la produire à cette maquette au bureau d'études et à la maîtrise d'œuvre. D'accord. On va aller quand même droit au but sur des chantiers de réhabilitation. Vous l'avez commencé à l'évoquer les uns et les autres, c'est parfois plus compliqué parce qu'il y a ce problème de relevé du départ de l'existant. Donc je voudrais qu'on prenne un moment pour s'arrêter sur ces difficultés. Alors, je vais vous redonner la parole, peut-être Nicolas Gallo là-dessus, justement. Sur la synthèse, sur la synthèse pour ce projet-là, ça a été compliqué. Du coup, oui, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec un manque de relevé au départ, c'est vrai que ce n'était pas forcément simple. Et en plus, on ne s'est pas mis toutes les chances de notre côté non plus, c'est-à-dire qu'on a allé très vite. Alors c'est vrai que le BIM doit aider à ça, mais pour autant, pour une première, c'était peut-être accumuler un petit peu les difficultés, mais bon, globalement, avec un petit peu de recul, tout le monde s'en est plutôt bien sorti. Oui, alors on ne va pas parler de difficultés, il ne faut pas toujours dire que c'est difficile. C'est vrai que l'existant implique des relevés géomètres très précis. Si on veut que la finalité du BIM, elle est quand même dans l'exploitation maintenance pour le maître d'ouvrage, malgré tout, le bout du bout, il faut qu'on ait des vraiment précis à la base. Voilà. Donc c'est la première étape, c'est ça qui est le plus qu'il faut pas louper d'entrée. Voilà. Pierre-Antoine Maillot, les difficultés qui ont été rencontrées au niveau de la synthèse, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu quelles sont les différentes problématiques qui se sont posées. Les entreprises, dans l'ensemble de toutes les entreprises, il n'y en a aucune qui a eu une mauvaise volonté de faire du BIM, mais toutes ont eu la bonne volonté de respecter les délais. Donc quand on veut respecter les délais, on doit fournir des pièces à un instant T, quand la maîtrise d'œuvre le demande, quand les bureaux d'études demandent. Et quand on inclut une inconnue pour certaines entreprises comme le BIM, on a du mal à respecter ces délais-là. Donc, il donnait les informations avec un autre moyen de communication, qui pouvait être le plan 2D, qui pouvait être la maquette d'études, par exemple. Et du coup, on se retrouvait avec des données qui n'étaient pas forcément fiables sur la maquette, mais qui pouvaient être fiables sur les plans exés. Et du coup, il y avait un petit problème au niveau de synthèse sur la fiabilité de la synthèse qu'on faisait dès le début du chantier. D'où, en fait, ça vous permet quand même de tirer des conclusions de cette expérience sur l'importance peut-être de verrouiller certains aspects en amont. Oui, bien sûr. Alors, ces expériences, on les a tirées même un petit peu avant. C'est juste que sur ce projet-là, généralement sur des projets, on demande la liste des livrables de toutes les entreprises. On aurait dû spécifier d'où venaient ces livrables-là. Est-ce qu'ils venaient d'un plan 2D ou d'une maquette 3D? Si on avait la bonne info d'où venait la vraie info du chantier, je pense qu'on aurait eu un peu moins de difficultés en synthèse. Mais toujours, là on parle de difficultés, et je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas eu que des difficultés, il y a quand même eu de la très bonne volonté de toutes les entreprises à vouloir
respecter les délais bon, et donner on va y venir informations. ensuite, mais c'est vrai que je préfère commencer par les points qui ont été un peu difficiles, parce que c'est quand même l'objet aussi de ce retour d'expérience. C'est aussi de pouvoir progresser, de voir pour tout le monde les endroits où ça peut achoper et où on peut ensuite justement anticiper sur les prochains chantiers. Aurélie Guinel, justement, on parle de parfois des décalages et des difficultés dans la synthèse et peut-être de distorsion entre du coup ce qui a été réalisable, ce qui était sur la maquette, ce qui a été sur le chantier. Oui, c'est vrai que, mais au final, on finit par cumuler un certain nombre de complexités. Donc déjà, l'importance de l'état des lieux de l'existant, qui n'est pas toujours simple, on en a parlé, mais d'avoir un vrai relevé géomètre 3D le plus fidèle possible. Là, au final, on a quand même eu la chance de travailler sur une réhabilitation, mais au final d'une halle qui était quasiment vide. Donc, dès le départ, on pouvait quand même faire un constat de l'existant qui soit assez réaliste. Quand on est sur des projets de réhabilitation où il y a énormément de démolition, la première maquette, le relevé de l'existant, est beaucoup plus complexe à utiliser et à faire aussi par les géomètres. Et ensuite, ça veut dire qu'on fait aussi une remise à jour de la maquette après démolition, ce qui n'est pas forcément... Là, ça n'a pas vraiment été le cas. Le bâtiment était assez lisible. Et ensuite, il y a la question d'extraire les plans 2D de la maquette 3D, ce qui n'a pas été toujours le cas chez certaines entreprises qui ont fait en fait des doublons entre des plans XE 2D et une maquette 3D, donc pas forcément de corrélation entre les deux. Donc une distorsion qui a quel impact à l'arrivée? C'est-à-dire que la maquette qui était fournie pour la synthèse n'était pas forcément identique au plan 2D qui nous était fourni à nous, architectes, pour Visa. Donc évidemment, c'était pas forcément évident de savoir ce qui était le plus à jour. Donc il fallait sans cesse qu'on revienne vers l'entreprise pour poser les questions. Et voilà. Et ensuite, après, il y a la réalisation, être vraiment sûr que les ouvriers sur place respectent ce qui est sur la maquette ou sur les plans exés. Enfin voilà, quand il y a ce décalage-là, c'est compliqué et ça amène ces sources d'erreurs. C'est ça qui a été un peu difficile. Il y a le souci de cette mise à jour de la maquette en temps quasiment réel, de façon à ce que les autres ne repartent pas sur quelque chose qui a déjà évolué. Oui, parce qu'en plus, en réhabilitation, on est très sujet aux aléas de l'existant, de ce qu'on va trouver. Donc évidemment, il y a des fois, on se retrouvait à se rendre compte que sur la maquette, ce qui était représenté en maquette n'était pas ce qui était sur site. Et donc, il y avait besoin de cet aller-retour, d'aller voir les choses sur place et de ne pas juste se fier à la maquette 3D. Jérôme Escrieux, parmi les difficultés, il y a eu un temps plus long en phase étude qui a ajouté un peu d'inertie. Le 5 juillet, on est notifié du marché. Le 26 juin, on est en train de démolir la toiture. Le 14 juillet ou le 15 juillet, on monte la grue. Donc, je pense que le temps d'étude n'a pas été très long. Justement, c'est ce qu'on peut reprocher. Après, c'est l'organisation de cette affaire, c'est que c'est allé, on l'a dit, c'est allé très 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 vite. Le timing était très serré, peut-être tellement serré que pour rajouter la difficulté du BIM, qui est quand même, pour l'instant, encore une difficulté. Et vous l'avez très bien dit, le bâtiment, peut-être une mauvaise image sur le respect des délais, mais là, vous voyez, c'est le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre qui ont dit le délai. Et c'est vrai qu'on s'est focalisé sur le délai parce qu'il était très court. Les premières de mémoire, le mois de novembre, il fallait livrer les premières opérations, les premières parties, ou du moins les commissions de sécurité. Pour le mois de décembre au départ. Tout à fait. Du coup, le temps de préparation a peut-être pas permis d'exploiter toutes les données du BIM sur la phase chantier. Oui, clairement, c'est ça. Et puis après, dans les difficultés, vous l'avez dit, autant il y a des sujets qu'on maîtrise, je dirais, dans le neuf, ou des sujets qui existent, mais il faut quand même se rendre compte dans les difficultés, c'est que n'importe qui n'utilise pas le BIM. Il faut quand même qu'on fasse appel à des bureaux d'études ou des spécialistes du BIM. Donc, il faut aller se tourner vers des spécialistes. Dans notre équipe ou dans notre macrolo, dans la charpente, dans la couverture ou dans la serrurerie,
on se met en équipe avec des entreprises qui ne sont pas forcément structurées et qui se tournent vers ces bureaux d'études, vers ces spécialistes. Et puis le fait aussi que dans la réhabilitation, on a des sujets qui ne sont pas en bibliothèque, il faut les créer. Quand vous appelez un Technal, il va vous donner des menuiseries, enfin, ou du moins un catalogue des produits qui existent. Mais quand on fait des brises de soleil avec une vrille, bon, voilà, l'ouvrage est quand même spécifique aussi. Hein, c'est la réhabilitation, certes, mais il y a quand même un niveau de spécificité. L'architecte a compliqué la charge, c'est ça. Non, il l'a rendu beau et il faut s'adapter. Et c'est ça qui rend sympa notre métier. Mais voilà, donc aujourd'hui, il faut effectivement, si on avait eu un peu plus de temps dans la préparation, hein, on l'a dit, on l'a redit. Et puis après, il y a l'organisation du chantier. C'est vrai que c'est de la réhabilitation. Il aurait fallu peut-être faire un peu d'anticiper de la préparation, faire un scan 3D. Bon voilà, enfin, on se l'aurait dit, on se répète. Mais voilà, dès que vous prenez cette initiative, je pense qu'il y a un schéma, il y a une ordre chronologique des choses qui aurait permis que ça fonctionne mieux. Corentin Leroy, vous avez évoqué tout à l'heure la difficulté de compatibilité des logiciels. J'aimerais que, très concrètement, pour ceux qui nous écoutent, vous expliquiez ce que ça peut être la difficulté que vous avez rencontrée. Par exemple, par rapport aux fichiers de l'architecte et de la maquette du gros œuvre, comment vous avez fonctionné? Comment vous en êtes sorti? Alors nous, par exemple, le logiciel, naturellement, travaille en 3D. Donc on est resté sur nos bases, nos acquis. Et à un moment, on nous a demandé de nous superposer aux gros œuvres. Et là, surprise, rien ne marche. Notre maquette, elle est 100 mètres en dessous de celle du gros œuvre, elle est 3 km à gauche. C'est une question très simple d'angle et de point zéro que notre logiciel ne prenait pas naturellement. Et donc ce qui s'est passé, on a été obligé d'improviser, de prendre la maquette du gros œuvre et de redessiner à partir de la maquette du gros œuvre pour au moins partir sur le même fond de plan. Et c'est vrai que ça nous a pris 3 bonnes semaines pour trouver cette astuce, quoi. Après, il y a eu d'autres difficultés, vous m'avez dit, ça a été des difficultés qui sont, somme toute, plus classiques, qu'on retrouve sur les chantiers, mais qui se sont posées là aussi, de soucis de compréhension entre les entreprises. Le gros œuvre démarre avec des tolérances, nous on arrive derrière, on essaye de compenser une bonne partie. On avait bon espoir qu'avec le BIM, la précision du centimètre passe au millimètre, ce qui n'a pas marché réellement. Et derrière, on s'était donné des contraintes avec les CVC, et notamment des altitudes, des points de passage. Et avec les quelques changements qu'il y a eu, au fur et à mesure, on a fini par revenir à l'ancienne, c'est-à-dire prendre des marges à droite et à gauche. Et tout ce qui ne passait pas dans les marges, pour nous, c'était des coups de tronçonneuse, quoi. Du coup, est-ce que vous diriez, pour vous, que les bénéfices sur ce chantier, en tout cas sur cette expérience que vous avez eue sur ce chantier, sur un chantier en réhabilitation du BIM, sont pas si évidentes que ça pour vous, de votre côté? Nous, c'est un peu pas la déception, mais arriver sur place en s'étant donné les moyens sur les maquettes, parce qu'on a quand même beaucoup travaillé dessus, on a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'allers-retours. Et en arrivant sur place, de voir que, c'est ce que je disais au tout début, finalement c'est l'existant qui nous a posé problème. C'est vraiment ça. Tous les autres problèmes, on a l'habitude de les gérer, celui-là, c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu venir. Et malheureusement, quand on est en production, il faut faire. D'accord. L'autre, si vous deviez tirer quand même un bénéfice, votre montée en compétence, le fait d'avoir appris à mieux se servir finalement, à mieux travailler avec cet outil BIM tout de même, qu'est-ce que vous en retireriez comme aspect tout de même positif? Nous, sur cette opération qui est une rénovation, on a quand même réussi à avoir un bon pourcentage de la charpente qui était taillée en usine. Donc ça, c'est un gain de temps, ça veut dire, sur le chantier? Très nettement, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire de relevés, on n'a pas besoin d'avoir des équipes en taille en permanence sur le chantier. On arrive, on décharge, on pose. En termes de gain de temps, en termes de production, c'est intéressant. Même question à vous, Jérôme Escrieux. Pour vous, quel est le bénéfice du BIM sur ce chantier de réhabilitation? Pareil, vous êtes assez mitigé sur ce type de chantier-là?
Alors, je vais d'abord répondre à mon collègue. C'est-à-dire que le BIM ne va pas me permettre de réaliser ou de couler ou de réaliser les ouvrages sur place. On n'en est pas là. C'est encore, je dirais, la patte humaine, le savoir-faire des gars sur chantier qui vont être plus ou moins précis, plus ou moins rigoureux. Et c'est ça qui va me faire la précision sur l'ouvrage. C'est quand même pas le BIM encore qui va me construire, hein, qui va m'élever des voiles ou réaliser. Donc ça reste la patte humaine, même si aujourd'hui l'ouvrage, enfin le côté numérique nous apporte dans notre métier tous les jours, hein, grâce au BIM, grâce aux maquettes numériques. Aujourd'hui, nos chefs de chantier sont équipés de stations Total robotisées qui nous permettent d'implanter depuis un plan. Hein, on ne tire plus de cordeau, on n'a pas tiré un seul cordeau sur cette opération. Hein. On n'est plus sur des chaises d'implantation, on a tout fait depuis une station Total. Alors aujourd'hui, le BIM, je peux pas, enfin, il faut que je sois clair, je ne peux pas dire que ça a aidé nos collaborateurs sur site, à part, je dirais, cet outil numérique des stations Total. Voilà. Demain, je pense que ça me servira, il faut quand même que je regarde demain, déjà, par cette expérience, par les opérations sur du neuf, je crois que oui, ça nous permettra d'évoluer. Et après, ce qu'il faut sur ces opérations-là, c'est que ça soit une équipe et qu'on puisse anticiper sur l'élaboration de ce BIM. Voilà. Et de là, on pourra améliorer et en tirer des bénéfices. Aurélie Guinel, malgré tout, des bénéfices peut-être en termes de temps. Oui, après, nous on voit aussi beaucoup de bénéfices en phase de conception. J'ai peut-être un peu plus de réserve sur la phase réalisation parce que c'était une première et qu'en effet il y a des choses qui sont améliorées et voilà, ça nous a permis au moins d'identifier les points d'amélioration pour la suite. Nous sur la conception, ça a un gros avantage, ne serait-ce qu'en termes de communication sur le projet, de façon de présenter les projets, d'expliquer. Voilà, de communiquer auprès de notre maître d'ouvrage, même pour de lui offrir des outils de communication aussi en externe pour lui, et voilà, de faciliter la compréhension de notre travail, de ce qu'on fait, même des synthèses avec les bureaux d'études, de montrer voilà, des maquettes qui présentent l'ensemble des aspects du projet, à la fois technique et architectural. Enfin, voilà, ça reste un gros avantage et on ne reviendra pas en arrière sur... Nicolas Gallo, pareil, vous y avez vu ces avantages-là dont parle Aurélie Guinel sur justement les outils qui ont pu vous être transmis. Oui, alors déjà, enfin, c'est vis-à-vis des entreprises et des gens de chantier. Effectivement, c'était pas les meilleures conditions pour pouvoir utiliser le BIM à 100%. On en était conscient au départ, mais ça a bien conforté et ça nous permet pour les prochaines fois, puisqu'il y aura des prochaines fois, d'être voilà, d'un peu d'étalonner notre utilisation du BIM. Notamment, on l'a bien compris que le temps aussi était une variable qui était importante. En tout cas, peut-être que dans quelques années, si on refaisait la même table ronde, ça sera peut-être une autre variable qui sera à mettre en avant, mais parce ça sera quelque chose que l'on se sera approprié. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que c'est une composante importante. Pour nous, oui, ça a été bénéfique, effectivement, pour la partie présentation, alors qu'il y a une partie du BIM, hein, qui est la maquette 3D, et qui, effectivement, permet d'expliciter, de voir les choses pour des non-sachants. C'est un petit peu plus facile à voir, tant sur l'aspect architectural, mais aussi sur l'aspect technique. Voilà. Après, j'y vois aussi un côté collaboratif du sujet qui fait que, voilà, qui doit être aussi mis en avant au fur et à mesure. Voilà. Pierre-Antoine Maillot, l'intérêt du BIM sur la synthèse des lots sur ce projet, précisément, après on va voir de façon plus générale, mais sur ce projet, on n'a pas évoqué la capacité justement d'analyse des conflits en amont. On peut dire un mot peut-être là-dessus sur les bénéfices ?
Oui, alors je souhaite juste rebondir sur tout ce qui a été dit avant par rapport à la réhabilitation en BIM, qui pour moi n'est pas vraiment un problème, mais je souhaite le mettre en perspective avec la première table ronde sur Germaine-Tillon, où sur un projet neuf, on avait une période de préparation de 4 mois, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Ici, on fait de la réhabilitation où les phases de préparation est quasiment inexistante. Donc, c'est pas vraiment le souci de réhabilitation en BIM. C'est pas ça vraiment le sujet. Le sujet, c'était des délais très serrés. Enfin, voilà, c'est ça que je souhaite d'abord dire. Ensuite, sur la synthèse en elle-même sur le projet de la cité. On se retrouve toujours avec les mêmes problématiques, avec des lots qui savaient faire et des lots qui ne savaient moins faire. Entrace avait eu des difficultés, mais a très très vite rattrapé le retard. En CVC, on n'a pas eu de difficultés particulières. Avec le lot gros œuvre, on a eu des difficultés. En plus, il y avait 3 phases sur ce projet où il y avait différents gros œuvres. Enfin, c'était assez difficile, en effet, de tout compiler et de faire en sorte que sur le chantier, ce qui est exécuté soit bon. Ça, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés à ça par rapport au sujet dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la fiabilité entre ce qu'il y avait en 3D et ce qu'il y avait sur des plans d'exé et ce qui était réalisé sur chantier. Et par contre, sur les aspects porteurs et bénéfices sur là-dessus, est-ce qu'aussi le fait que pour ce chantier-là, il y avait quand même beaucoup de réseaux qui allaient être apparents, donc quand même, le fait de travailler en BIM a permis de visualiser tout ça auparavant et de noter les éventuels conflits? Alors, sur certains lots, oui. Sur d'autres, non, encore une fois, puisqu'il y avait un certain retard qui a été pris par certains lots pour diffuser des choses en 3D. Donc, on aurait pu se servir un peu plus du BIM pour avoir un aspect, pour anticiper les lots techniques dans l'aspect architectural. On aurait pu mieux faire. Globalement, alors, je dis. Et alors, de façon plus générale, du coup, en sortant de ce projet-là, quand je vous ai demandé quels sont les avantages du BIM sur un projet en réhabilitation, vous m'avez dit ça dépend. Ça dépend, alors je vous ai dit, c'est-à-dire, ça dépend, vous m'avez dit, ça dépend de ce que l'on souhaite. Si c'est par rapport à la conception, à l'exé, alors je vous demande de nous expliquer, ou à l'exploitation, voilà, les différents avantages, en se positionnant donc à ces différentes phases. Alors en réhabilitation, bien sûr que le sujet est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a un existant et il y a du neuf. Donc l'existant, quand on fait un relevé, tout à l'heure vous parliez d'un nuage de points, un nuage de points ne donne que de l'information 3D, ne donne aucune information sur la constitution des parois ou des réseaux ou des diamètres de réseaux qui sont calorifugés, enfin voilà, tout ce genre de choses-là. Donc en réhabilitation, tout ce qu'on relève et qui est existant en exploitation ne servira absolument à rien. Donc c'est quelque chose à anticiper. Après, sur le neuf qui est fait dans la réhabilitation, encore une fois, ça dépend du projet. Si on utilise des équipements qui sont là, qui sont déjà présents sur site, on va avoir du mal à avoir quelque chose de global, numériquement, une maquette 3D globale de l'ensemble des équipements qui composent le site. Alors, de façon plus globale, on s'aperçoit quand même, à travers vos propos les uns les autres, des difficultés de faire du BIM sur de la réhabilitation, en tout cas plus que sur du neuf, ça paraît clair, avec ce problème au départ de relevé. Nicolas Gallo, c'est ce qui explique qu'il y en ait peu encore, et que c'est peut-être pas tout de suite que ça va évoluer. Oui, je pense que c'est une des explications, effectivement, puisque ça demanderait un coût trop important que de faire des relevés très précis. Alors, c'est toujours pareil. C'est vrai que faut voir la finalité après de ce qu'on veut faire de ces maquettes numériques et du BIM. Si c'est dans le cadre on va dire dans un cadre global et général d'une volonté d'exploitation et de maintenance avec des plans vraiment bien précis et, pour permettre un suivi après derrière une gestion de patrimoine, une sorte de GMAO global, c'est clair que ça veut dire que pour une collectivité comme la région, mais peu importe la collectivité, ou une mairie, etc., ça demande un investissement au départ important, puisque c'est bien beau de le faire au départ, mais après, il y a toute la mise à jour
enfin, une fois le chantier fait, après il y a tout après le suivi qui en a. Si c'est pour voilà, ça c'est vraiment pour la finalité du BIM telle qu'elle doit être. Après, si c'est pour ou que la conception, et c'est ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on s'arrête à la conception et puis après, au niveau de la réalisation, c'est pour ça qu'il y a peu de projets, parce que pour l'instant, tout le monde n'a pas eu la volonté ou n'a pas la capacité, comme peut avoir l'entreprise Gallego ou la société Antras, qui ont eu depuis longtemps cette volonté-là, et d'être moteur. Derrière, après, il y a beaucoup de... C'est un peu l'objet aussi de la table ronde et puis du BIM Tour, c'est de faire évoluer tout le monde et d'expliciter que l'intérêt que peut avoir le BIM pour les petites et moyennes entreprises. Si on est très concret, qu'on parle de coûts, un BIM sur un ouvrage neuf, c'est à peu près quelle fourchette de coûts supplémentaires, et sur de la réhab? Alors, disons que on va dire qu'au niveau des entreprises, c'est du mal à évaluer, puisque c'est... Pour répondre. Non, mais vous m'avez dit, sur de l'ouvrage, c'est entre 20 et 60 000 sur du neuf de surcoût. Oui, en fait, quand je vous ai effectivement les coûts que je vous ai donnés, c'est par rapport notamment à ce que pouvait, par rapport à la maîtrise d'œuvre notamment, au départ, ce qu'il fallait mettre en conception, effectivement. Ça dépend de la taille de l'ouvrage, mais effectivement, c'est une fourchette qui de 20 000 à 80 100 000 euros. Voilà quoi. Donc, et sur de la réhabilitation, ça peut doubler le chiffre. Oui, parce que forcément, le travail qu'il y a à faire en amont, le fameux nuage de points, un relevé géomètre, voilà, qui n'est pas suffisant en plus, puisque derrière, il faudrait qu'on puisse donner après le rendu des matières, en tout cas des matériaux qui sont existants. Et aujourd'hui, on n'a jamais fait. On n'est jamais allé jusqu'au bout en termes dans un bâtiment existant. Nous, on n'a jamais fait, parce qu'on est heurté par le coût. On est contraint un peu par ce coût-là, quoi. Voilà. Et le bénéfice de la fin, parce que c'est ça aussi, c'est le... Voilà. Mais est-ce qu'aussi le bénéfice ne viendra pas quand il y aura la montée en compétence aussi des maîtres d'ouvrage à pouvoir utiliser justement a posteriori pour l'exploitation des ouvrages et pour la gestion du patrimoine ces maquettes numériques? Oui, c'est sûr. C'est petit à petit que... mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Jérôme Escrieux, oui, vous vouliez réagir, pardon. Oui, pardon. Non, je voulais dire que je ne pense pas que le BIM soit quelque chose d'impossible en réhabilitation. C'est simplement qu'il faut savoir ce qu'on met dedans, en fait. Il y a différents niveaux de BIM. Donc, soit on peut aboutir à une maquette extrêmement détaillée, au centimètre près, extrêmement informée, voilà. Mais on peut aussi l'utiliser différemment. Et on sait qu'en réhabilitation, il y a toujours une part d'aléa. Il faut l'accepter de la même manière que quand on n'est pas en BIM, qu'on travaille beaucoup avec l'existant, avec ce qu'on va découvrir, avec les entreprises aussi sur place qui vont s'adapter à ce qu'on va trouver. Donc c'est vrai même quand on n'est pas en BIM, un DCE en réhab n'est pas aussi précis peut-être sur certains aspects qu'un DCE en neuf, parce qu'il y a des choses, on est beaucoup plus sujet à l'existant, et donc on travaille beaucoup sur des hypothèses, sur des solutions théoriques qu'on va valider après sur site en fonction de ce qu'on trouve. Et je pense que ce sera pareil avec la maquette numérique. Et du coup, quels sont les corps de métier avec lesquels c'est le plus intéressant de travailler en BIM? Là, sur les halles, on s'est limité au clos couvert et menuiserie intérieure et fluide. C'est vrai que c'est quand même les aspects les plus intéressants de faire travailler en BIM, le carreleur, ou c'est peut-être moins utile. En fait, tout dépend toujours de ce qu'on va faire de la maquette au final, parce que le but de faire une maquette en exé, c'est à la fois de bien faire le chantier, mais c'est aussi de fournir un livrable au client derrière. Donc si, en fonction de ce qu'il souhaite voir apparaître dans la maquette, on va intégrer ou pas certains lots. Jérôme Escrieux, vous êtes assez défenseur de l'utilisation du scan 3D, enfin de relevés précis en tout cas, pour toutes les études qui portent sur de la réhabilitation.
même si, comme on l'a dit, ce n'est pas forcément complet et une fin en soi. Défenseur, c'est un grand mot, mais c'est vrai que même pour tous, quand vous avez un bon support et vous savez quelque part bien définir les lieux, c'est quand même plus sympa pour construire. Voilà, après, ce que je peux rajouter un petit peu au propos du coût du BIM, on l'a regardé ce que ça représentait. Allez, on est proche du 1% de la masse de travaux. Voilà. Donc, c'est à peu près 80 à 100 000 euros en termes de coût d'études et d'implication de travaux. Voilà, c'est ce que ça représente. Et après, je crois que nous, ce qu'on peut en dire sur le sujet, c'est que si, d'un point de vue travaux, l'aide, je dirais, du BIM, c'est que ça permet, dans la phase conception et dans la phase travaux, d'avoir une vue 3D, parce que tout le monde n'a pas forcément la vue 3D intégrée. Hein, on lit facilement un plan en 2D, mais on ne se projette pas forcément en 3D. Et c'est vrai que l'outil, l'un des gros avantages de l'outil, c'est qu'il vous permet de suite d'avoir cette vision 3D pour des gens qui n'ont pas cette habitude-là de s'imaginer un plan 2D en 3D. Voilà. Ça, c'est l'intérêt, je dirais, de la phase conception, de la phase, je dirais, travaux. Bon, et après, il y a la vie de l'ouvrage qui se poursuit, mais déjà, moi, ce que je peux en dire, c'est ça, c'est que ça donne cette vision 3D qui n'est pas forcément donnée à tout le monde. Corentin Leroy, si on parle d'avenir, l'évolution pour vous, le BIM, ça va être comment? Ça devrait être comment dans l'idéal? Moi, dans l'idéal, je vois un modèle anglo-saxonne où la conception, elle est vraiment faite par les bureaux d'études et puis les architectes. Et les entreprises sont là vraiment pour réaliser. C'est-à-dire que la plus-value d'une entreprise aujourd'hui, elle se passe plutôt sur de la méthode et de la production que sur de l'ingénierie. Et je pense qu'à l'avenir, en normant beaucoup plus les choses, le BIM nous permettra, nous en tout cas, de gagner en productivité, ça c'est sûr. Pierre-Antoine Maillot, vous partagez cette vision d'avenir du BIM? Je partage, je ne sais pas, je ne suis pas une entreprise, je pense qu'il y a très peu d'entreprises qui partagent cette vision-là, d'être simple exécutante. L'entreprise aujourd'hui aime proposer des variantes, aime proposer des nouvelles solutions, et je travaille chez BTM, donc on est maître d'œuvre, et on apprécie aussi ça, d'avoir des solutions techniques de la part des entreprises. C'est pas parce qu'on a conçu une chose d'une telle façon qu'on a la vérité absolue. Il peut y avoir des solutions techniques qui valent le coup. Donc, alors oui et non, j'ai envie de dire oui et non. C'est de toute manière, nous déjà en conception avec le 3D quand on fait du BIM, déjà la conception elle change. Moi j'ai commencé chez BTM, j'étais projeteur électricité. Je me souviens quand je traçais mes chemins de câbles avec mes polylignes, j'avoue que je regardais pas partout si ça passait. C'était comme ça. Donc je proposais, je mettais mes plans en 2D, je les diffusais pour le DCE. Aujourd'hui, on fait la même chose, on monte la maquette 3D, c'est un massacre si on fait la même façon. Puisque si chacun trace de son côté, il y a des conflits dans tous les sens. Donc déjà en conception, on passe pas plus de temps à dessiner, mais on passe plus de temps à concevoir, nous, de notre côté. Donc on essaye de concevoir mieux, on conçoit mieux, ça nous prend un peu plus de temps. Donc oui, on fait, finalement, je te rejoins en disant, oui, on va faire un peu de modèle anglo-saxon, on va étudier un peu plus les choses. Mais après, en exécution, je suis pas contre les propositions des entreprises. Alors je vais vous demander un mot de la fin à chacun de ce que si vous aviez un souhait à faire pour l'évolution du BIM, quelle serait la chose prioritaire à faire évoluer ou qui serait indispensable dans l'avenir? Vous aviez la parole, oui. La première des choses, de toutes les manières, c'est ce qui est en train d'être fait actuellement, c'est de bien identifier les nouvelles missions, que ça soit en conception avec le BIM Management, que ça soit en réalisation avec le BIM Management aussi, avec tous les nouveaux interlocuteurs qu'il peut y avoir avec le BIM, parce que quand on est BIM Manager, on demande des interlocuteurs BIM spécifiques pour chaque entreprise. Donc déjà bien identifier ces missions et de bien les inclure dans un contrat, que ça soit
un contrat que le BIM Management peut avoir avec la maîtrise d'ouvrage, ou dans le dossier de consultation des entreprises où toutes les missions sont bien identifiées et définies. Voilà, la première chose, c'est de bien contractualiser tout ça, ce qui n'est pas forcément fait. Aurélie Guinel. Oui, je vais rejoindre ce que dit Pierre-Antoine. C'est vrai que c'est aussi... tout démarre d'une volonté de la maîtrise d'ouvrage, donc c'est vrai que c'est important. Même pour nous, on a parfois des difficultés à se mettre d'accord sur, en tout cas, les objectifs du BIM par rapport sur chacun des projets, et tout par-delà, en fait. Tout notre travail, on va le faire en fonction de l'usage que le maître d'ouvrage veut faire de la maquette et voilà, du BIM. Donc, priorité bien définir voilà, dès le départ. La règle du jeu. La règle du jeu. Jérôme Escrieux. En conclusion, donc. Oui, je laisserai les mots de conclusion. Oui, non, mais en conclusion pour vous, sur comment faire évoluer demain ce... Je crois qu'il y a des choses essentielles que vous avez dit. Je crois qu'il faut effectivement avoir une bonne règle du jeu, une bonne conception. Du coup, passer plus de temps, mais je crois que ce qui est important, c'est que... il y a une liberté qui soit donnée, je dirais, à chaque intervenant, parce qu'on ne détient pas la vérité. Quand on conçoit de son côté, on est tout seul dans son coin, derrière son écran, on imagine des choses, mais la richesse de ce BIM, c'est pouvoir le partager à d'autres interlocuteurs, et que chacun apporte, je dirais, son savoir à l'élément, et qui fructifie, et qui enrichit la maquette, parce que chacun imagine, chacun voit des choses, mais n'a pas forcément imaginé les inconvénients de l'autre ou les impératifs de l'autre. Et c'est ça qui met, en évidence, c'est que ça réunit. Ce qu'il faut, c'est que ça réunisse. Voilà, il ne faut pas que ça éloigne, il faut que ça réunisse chaque intervenant. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est parce que, ok, en conception, vous allez imaginer des choses, mais comme vous l'avez dit, c'est que l'entreprise a un savoir-faire, et l'entreprise va apporter des choses. Et puis, dans tous les cas, vous allez construire avec la façon, avec votre savoir-faire. Je crois que si on doit imposer des choses, si on doit dicter une façon de travailler, je pense que là, on va éloigner et on va bloquer un système. Il faut qu'au contraire que chacun l'alimente et chacun apporte sa pierre à l'édifice, comme quand on construit un ouvrage. Voilà. Il faut qu'on reste toujours dans le même schéma de construction, mais avec le côté numérique. D'accord. À côté de vous, un mot de la fin sur vos futurs projets BIM. Nous, ça nous a permis en tout cas de partir des Halles. On a continué, nous, dans la démarche sur d'autres dossiers. Et aujourd'hui, on va poser des charpentes qui sont entièrement taillées en usine, prochainement sur Colomiers. Et les premières pièces, les 7 premières pièces levées faisant entre 17 et 20 mètres de portée ont été posées en une seule fois. Donc ça, pour moi, c'est un côté très positif. Merci beaucoup. Le mot de la fin, Nicolas Gallo. C'est très gentil. C'est clair que c'est le départ, c'est le maître d'ouvrage qui va donner la règle du jeu et qui va donner les moyens de réussir un projet en BIM. Le BIM, c'est pas forcément une baguette magique qui dit on a le BIM et ça va se passer nickel. Je crois qu'il faut prendre le BIM comme une évolution telle que l'évolution de la société aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur beaucoup de dématérialisation, de numérisation, et ce qu'on faisait avant, Pierre-Antoine l'a dit tout à l'heure, où il faisait en polyligne ses plans d'électricité. C'est la même chose, mais sous un format informatique et un petit peu plus sympa à lire, mais parce qu'aussi notre regard aussi a changé par rapport à ça. Mais ça fait changer quand même il faut que le métier du bâtiment, la construction doit rester la même. Sauf que c'est une évolution de l'acte de construire. Alors comme toute évolution, le bâtiment, c'est une vieille dame qui a toujours du mal à évoluer dans ce sens-là, alors qu'il y a des choses exceptionnelles et à très forte valeur ajoutée qui se font. Mais dans cette évolution-là, il y a des nouveaux métiers qui arrivent. Aussi, mais qui, au final, Jérôme Escrieux l'a dit tout à l'heure, il y aura toujours
on parle d'imprimantes 3D, etc. pour construire aujourd'hui. Ça se fait certes, mais aujourd'hui, sur le terrain, ce sont encore des hommes et des femmes qui construisent. Voilà. Donc c'est comment les aider aujourd'hui au mieux par rapport aux nouvelles exigences qui sont peut-être plus importantes qu'avant. Et le BIM doit servir à aider justement à cet acte de construire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce retour d'expérience sur cette réalisation. Merci à tous. C'était une table ronde qui s'est déroulée dans le cadre du BIM Plan 2022 sur un retour d'expérience concernant la réhabilitation de la cité. Merci et au revoir.